Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour votre journée nationale de l'ingénieur. Donc on m'a demandé si j'avais un avis sur le thème « Peut-on créer un code de l'innovateur ?» Alors je vais partager avec vous des réflexions, hein, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas d'a priori sur cela, est-ce qu'il faut un code ou pas. Je vais soulever des questions qui m'interpellent. Personnellement, je suis engagé dans l'innovation, dans l'enseignement de l'innovation, dans la coopération avec beaucoup de groupes à travers le monde, et aussi comme innovateur moi-même, ayant créé une entreprise dans l'évaluation des grands projets de haute technologie dans le monde. Donc voilà, je vais donner un avis, enfin des avis, plutôt des réflexions, je vous dis, hein, c'est pas un point de vue, si vous voulez. Alors, 4 points, je soulève. Problématique, est-ce qu'il y a utilité d'un code? 2, l'importance du sens, l'utilité sociale, le bien commun, si on fait un code qui va vers cela. Que mettre dedans? Qu'est-ce qui doit y être, impérativement ou pas? Et puis un petit mot, je voudrais mettre à l'attention des ingénieurs sur ces questions de choix pour l'innovation. Alors, problématique, code. Je suis reparti du dictionnaire, 3 sens, un ensemble de lois et de règlements, le code civil, le code de la route, qui veut dire déréglementation avec des sanctions, enfin c'est une obligation, c'est une loi. Deuxième sens, ensemble de règles de bonne conduite, c'est une code qui est plutôt une convention, une charte de bonne pratique, hein, comme on a pour les médecins, pour des choses comme ça, qui sont des principes fondamentaux. Et il y a le code évidemment informatique. Donc la question se pose, est-ce que c'est quelque chose de strict ou est-ce que c'est quelque chose qui est une culture commune? Qui est concerné? Est-ce que c'est l'individu qui est innovateur? Mais c'est pas un statut, tout le monde innove une fois dans sa vie, et puis l'innovation est le fait de beaucoup de gens à la fois. Donc, comme c'est pas une profession ni un statut, ça pose la question. C'est plutôt une offre collective. Alors, est-ce que ça doit être au niveau de l'organisation qui fait un acte de mise sur le marché de quelque chose de nouveau? Et on dit, attention, si vous faites quelque chose de nouveau, il y a ça, ça touche organisation, entreprise, centre technologique. Ou est-ce que ça doit être au niveau du projet? Ce qui est souvent... Il y a beaucoup de choses, c'est au niveau du projet qui doit passer par des étapes de tests sur le marché, etc., qui sont plutôt liées au projet. Question qui se pose. Par exemple, si c'est une personne, il y a déjà une charte du chercheur en Europe, hein, qui est une partie de l'innovation des chercheurs, donc, qui est surtout sur les déontologies, ce que peut faire ou pas un chercheur, etc., pour éviter des choses bidonnées. Mais chercheur versus innovateur, la différence, c'est que ce n'est pas un métier ni un statut. Deuxième point. Ceux qui montent, comme aujourd'hui les entreprises, on dit entreprises pour le bien commun, entreprises à mission, c'est le terme qui est dans la loi Pacte. L'innovation aujourd'hui fait face à une vague importante de recherche du sens, de l'utilité sociale, du bien commun, du progrès humain. Les gens n'absorbent pas comme ça toutes les technologies qui déboulent en disant oh, merci. Et aussi au niveau des scientifiques. La question du sens, donc intention, bien commun, utilité sociale, se pose. Plein de technologies, l'intelligence artificielle, les données personnelles, l'algorithmique, les ondes radio, les objets connectés, les cellules souches à génétique, etc. Par exemple, Cédric Villani, donc grand scientifique, on travaille beaucoup ensemble. Quand il lui a été demandé un rapport sur l'intelligence artificielle, il y a eu une petite surprise quand il a remis, si vous voulez. Il a utilisé son rapport, donner un sens à l'intelligence artificielle. Même certains disent, ne demandez pas des considérations philosophiques. L'IA, montrer qu'on est en retard, vous avez d'autres pays, il faut mettre les moyens et tout, c'est un truc assez classique. Et non, il a dit, attendez, c'est un sujet d'une importance, ça démarre par le sens. Et donc la question du sens devient prégnante. Exemple, si on prend cela, une des applications de l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance faciale. En Chine, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, mais des dizaines de milliers. Quand on vous dit on a moins de gens qui travaillent sur le développement et les applications de la reconnaissance faciale, ça pose la question de notre société. Est-ce que nous, on veut ça? Que tout le monde soit identifié avec tous ses dossiers dans un même endroit et on sait tout le temps où il est. C'est une vraie question. On ne peut pas le faire. Vous voyez, ici, je suis avec la directrice générale, des gens du club. Voilà, c'est en Chine. On a un dossier sur qui on est, où on était, pourquoi, comment, etc. Donc, on ne peut pas oublier le sens au départ d'une innovation. À quoi ça va servir? Il faudrait être naïf de croire que tout le monde est bon, qu'il est gentil. Le code, ça sert aussi à casser les codes des autres. On a beaucoup de cybercriminalité. Donc, on ne peut pas dire... Bon, c'est une techno nouvelle, je roule. Hein. La grande évolution actuelle, c'est de dire qu'il faut prendre une approche holistique de l'innovation. Holistique, ça veut dire aborder le phénomène dans sa globalité. Hein, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble. On met le diamant parce qu'il y a tout un tas de facettes, mais c'est une même innovation. Là, c'est un monocristal, un diamant, donc c'est cohérent, mais il y a plein de dimensions. Problème, comment aborder de façon simple la complexité de l'innovation sans s'engager dans une checklist interminable? Il faut vérifier ça, surtout qu'elle est variable suivant toutes les technologies qu'on applique. Nous, à l'Académie des technologies, qui a été créée récemment, l'an 2000, c'est une extension de l'Académie des sciences, si vous voulez, c'était le Conseil des applications de l'Académie des sciences. Pourquoi ça justifiait dans tous les pays?
c'est créer des académies des technologies ou Academy of Engineering. Parce que la société, elle ne se bat pas contre la science. Vous n'avez vu personne défiler dans la rue contre la physique, contre la chimie, contre les mathématiques. Par contre, les technologies entraînent immédiatement une réaction de la société. Si on lance la reconnaissance faciale dans tous les aéroports, je vais dire non, faites pas les cellules souches. Tous les débats sont liés à des technologies, donc il faut s'en occuper, il faut répondre aux attentes de l'État et à la société. Et ça comment dirais-je, sa phrase clé, sa devise, c'est pour un progrès raisonner, choisi et partagé. Là, vous avez pratiquement les éléments d'un code. Progrès, ça veut dire, mais c'est pas innovation. L'innovation, c'est un outil au service du progrès. On met quelque chose de nouveau, mais les gens, ils veulent que ce soit mieux. Que ce soit mieux, un progrès scientifique, un progrès social, un progrès médical, que ça coûte moins cher, c'est plus efficace, ça fait moins mal, c'est pas besoin de maintenance. C'est un progrès, non? Raisonner, c'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent. On a au pays de Descartes, c'est des lumières, c'est la raison. Est-ce que c'est bien mal? On n'a pas d'a priori. Choisi, c'est la côté démocratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir à la place des gens, sinon ils vont se rebeller. Et on est dans un pays démocratique. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas? Et partager, ça veut dire que tout le monde tente d'en avoir les bienfaits. Sinon, ça va péter la figure. Et là, ça date depuis très longtemps, puisque Aristote, c'est lui qui a dit « le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Sinon, alors c'est pas automatique, pas du tout automatique. Dès que quelqu'un maîtrise une technique nouvelle, il a tendance à se l'approprier pour lui, comme on l'a avec les GAFA aujourd'hui, qui vont récupérer 90% de la valeur créée. Et donc voilà, ça c'est un programme, on est sur cela si vous voulez. C'est comment jouer pour que les choses se passent bien dans l'évolution de l'innovation. Progrès, raisonné, choisi et partagé. C'est pas facile. Alors, on constate une attitude critique grandissante par rapport aux nouvelles technologies et à l'innovation par implication. Voire même au progrès, on dit que ce n'est pas vraiment du progrès. Sur quoi? L'utilité réelle, la gouvernance, qui contrôle quoi? Le détournement des technologies et de l'innovation. Et il n'y a pas que la population. On va dire, oui, mais la population, elle est mal informée. Donc, ils sont contre la 5G parce qu'ils ne savent pas. Ils sont contre les vaccinations parce qu'ils ne savent pas. Nous, on sait, on est éduqués. Ben, c'est pas si simple. C'est pas tellement des gens qui sont attardés. Faut se méfier. Le monde académique aussi réagit contre et des acteurs de l'innovation eux-mêmes. Je vous montre l'exemple. Alors la société, effectivement, il y a encore 10-15 ans, toute innovation proposée par l'État, il passait sans grande opposition, parce qu'elle était scientifiquement prouvée, elle était passée, les académies donnent leur avis sur des applications, s'il y a un problème technique, le Conseil d'État, qui vous voulez, il y a l'Assemblée nationale, c'est faible, ils sont garants du bien commun, en plus ils sont élus, donc s'ils font des conneries, ça se retournera contre eux. Ben non, maintenant des défis, plusieurs innovations faites par l'État pour la société ont été rejetées. Vous le voyez avec le contrôle des véhicules, on a perdu 1 milliard pour dire on paiera en fonction de sa pollution. Le rejet qui était dans des villes multiples contre un compteur connecté. On dirait, mais enfin, c'est jamais qu'un compteur connecté. Vous voyez des manifestations, Linky, profit contre la vie, etc. Des parties de la population rejettent des choses dont ils ne voient pas en quoi ils sont concernés positivement. Ça a été défini sans eux. Voilà l'accueil en Angleterre de monsieur qui vient pour mettre un système qui contrôle la consommation d'électricité. La dame, déjà, avec 4 gosses, c'est pas facile. Alors, si en plus on vient l'emmerder, voilà. Et vous voyez, ces manifestations. Je vous montre des images. On manifeste pas pour un pouvoir d'achat supérieur, on manifeste pas contre une partie, on manifeste contre des technologies, des innovations. Linky, 5G, véhicules autonomes, c'est bientôt fini les conneries. No facial recognition, 5G, adieu santé, Big Brother, et là, voilà. Multiplication des positions critiques. Et vous voyez des transmetteurs 5G qui crament. C'est en Allemagne, il n'y a pas qu'en France. Et par ailleurs, les gens ne sont pas contents parce que leur vrai problème, ils lisent des grands problèmes, ils disent qu'il n'y a pas de solution réelle. L'innovation, c'est du gadget. Pour les appartements trop petits, trop loin, trop chers, bon, il n'y a pas. L'éducation, on est passé en dernier de l'OCDE pour l'accès de tous à l'éducation sur une même base. La santé, tout est en déficit et c'est pas évident. On va pas dire qu'on dit l'innovation, le client est roi. Pensez que le mec, là, dans son fauteuil roulant, il est roi de quoi que ce soit. La pollution et tout, on vous dit prochain continent, il est en plastique et ça va pas s'améliorer. Les transports saturés, les personnes qui vieillissent et qui, avec la diminution du revenu des retraités. Et en plus, on nous dit que les technologies vont remplacer les gens. Donc globalement, il y a une vision assez négative. En ce moment, les gens ont une vision plutôt négative. Ils voient les technologies, innovation, mais pas trop progrès. Et on le voit, et le monde, mieux vivre aujourd'hui consiste à échapper au développement du progrès. Pourquoi? Parce que le progrès réduit à sa dimension technologique, à l'uniformisation, à la banalisation.
à l'abêtissement du monde, voilà, à la variété des cultures. Bon. Et vous avez le patron de la Banque mondiale qui sort un bouquin qui s'appelle Innovation Paradox, et dont on n'a jamais autant de techno et autant de déceptions, les promesses non réalisées de la technologie. Donc la critique n'est pas que de la société. Et MIT, alors je vous montre, c'est le numéro de septembre, vous pouvez vous reporter. MIT, le symbole mondial de l'avancée technologique. MIT Technology Review nous sort un numéro avec un coup noir dessus en disant « tout ça ne sert à rien ». La technologie, vous vous rendez compte, si on n'améliore pas. Alors je traduis l'article intérieur, technologie, la donne, etc. La technologie nous a laissé tomber, comment la faire fonctionner à nouveau pour nous. Qu'est-ce qu'il critique? Alors il dit, regardez, baisse de la productivité, R&D privé qui monte, R&D public qui baisse. En plus, c'est pas vraiment vrai, puisque la R&D privée est financée en grande partie par l'État, mais ça figure pas dans le budget R&D public. C'est de l'argent qu'on met à leur disposition, ils en font ce qu'ils veulent. On dit, vous n'attendez pas que des GAFA, qui sont quelques boîtes privées, soient représentatifs du bien commun. Elles n'ont pas été élues, elles n'ont pas été faites pour ça, elles s'occupent de leur intérêt. Donc la critique est large. Et voilà un des responsables. Voilà. Alors lui, il est très conscient. Et voilà ce qu'il vous dit. C'était pour ses voeux il y a 2 ans. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en l'idée que la technologie puisse placer un peu de pouvoir entre leurs mains. Avec l'essor d'une poignée de grosses entreprises technologiques et des gouvernements qui usent de la technologie pour surveiller les citoyens, beaucoup de gens pensent désormais que la technologie concentre le pouvoir entre les mains de quelques-uns et de la mettre au service des citoyens. Alors il a toujours une vision claire, tout le monde applaudit, il dit j'ai honte, ces trucs, il dit repentance, et puis il repart avec un nouveau service qui va piller les données personnelles. Donc on dit on ne peut pas attendre qu'une organisation comme ça s'autorégule. C'est pas le but. Voilà. Donc voilà, je vous mets une phrase qu'avait dit Einstein, c'est un peu excessif, mais voilà, c'est un petit peu ce que pensent les gens. Et voilà ce que disait Einstein à son collègue Schrödinger. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanisme. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Bon, c'est un peu excessif, mais c'est un petit peu un ressenti. Que mettre dans un code de l'innovation ? Déjà, est-ce qu'on veut que ce soit un code qui limite, sanctionnant ? Est-ce qu'on veut plutôt que ce soit un lieu de débat qui montre les fondamentaux, s'engage un dialogue ? Tout le monde va travailler un peu dans les mêmes objectifs. Et si on veut qu'il soit universel, et il ne peut être qu'universel, parce qu'on n'innove pas tout seul, ça traverse les pays et tout, il faut qu'il s'appuie sur des bases solides et qui sont admises. On ne peut pas réinventer la boule. Aujourd'hui, il y a 3 processus qui sont solides, enfin 3 éléments. Au niveau techno-industriel, il y a le phénomène R&D, recherche, développement, test, évaluation, production, opération, mis par la RAND. Beaucoup d'entreprises fonctionnent dessus, ça fonctionne bien, ça marche. Il y a une nouvelle approche, enfin une nouvelle qui date d'une vingtaine d'années, Technology Readiness Level, qui va plus pointu, bien respecter les étapes l'une à l'autre pour ne pas prendre de risques dans le processus d'innovation. Et côté société, tous les pays du monde se sont mis d'accord sur des objectifs communs. Sustainable Development Goals, origine ONU, mais c'est pas connu. Alors, ils sont mal suivis. Il y en a de plus en plus, des gens font des bypass, ils vont plus vite, ils shootent la phase prototype pour aller plus vite, etc. Avec des méthodes qui ne sont pas du tout scientifiques. Et donc, voilà, c'est très important de les rappeler parce qu'on ne peut pas réinventer la poudre en paraphrasant ce qui existe déjà. En plus, il y a plein de réglementations qui déboulent avec une avalanche. Dans le développement durable, réglementation de la pollution, des émissions de CO2, des contraintes croissantes demandées aux gens de l'agriculture, de l'automobile, du bâtiment. Il dit mais ça n'arrête pas, ça croît. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus ? Soit c'est un code générique à tout le monde, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails du CO2 dans le bâtiment, dans l'automobile et tout. On va être sur le développement durable comme principe peut-être. Mais bon, on va dire d'accord, mais ça on le sait déjà. Donc se pose cette question, jusqu'où on va ? Générique mais pas simpliste. Par exemple, à la Renaissance, on avait un code, si on peut dire. C'est pas le Da Vinci Code, même si on pense. C'est une culture écrite partagée, comme il y avait le code au Japon, qui sont non écrits. 4 objectifs. Améliorer la condition humaine, améliorer la relation entre les hommes, qui ont tendance à se cartonner, améliorer la vie dans la cité, construire la cité idéale, améliorer la relation à la nature. C'est toujours les mêmes aujourd'hui, plus d'un 5 siècles après. Donc ça, c'est très basique. Après, on peut dire, voilà, les éléments à tenir compte pour chacun. Mais il ne faut pas oublier les TRL, ça marche bien. Beaucoup de problèmes arrivent parce que les gens les ont bypassés, ils sont passés de 2 à 5 directement, sous prétexte
Minimum Viable Product, par exemple, qui a la vision d'un prof mais qui a planté ces 2 entreprises et qui fait trop rapide. Exactement ce qui a été fait pour le software du B737 Max. Hein. Voilà, sous-traité en Inde à des gens payés 9 $ de l'heure qui n'avaient jamais vu un pilote. Et sous prétexte d'aller très vite parce qu'il y avait la concurrence de la 320. Enfin, Boeing n'avait jamais fait ça avant. Donc il faut faire très attention, il y a un principe de précaution, les tests doivent être faits, un prototype ça sert à quelque chose, il y a une grande tendance à supprimer les phases proto par exemple avec des conséquences graves, on l'a vu avec les EPR par exemple. Bon. Donc voilà, il existe des choses qui sont diffusées, qui ont mis du temps, que tout le monde admet, on ne peut pas réinventer ça. Et au niveau de la société, tous les pays du monde se sont mis d'accord sur ces objectifs. Ça a pris beaucoup de temps, c'est pas la vision de fonctionnaires de l'ONU. 20 millions de personnes ont été interrogées dans le monde. Les grandes entreprises, les États, les ONG. Et voilà 17 points qui sont pas que développement durable. Attention, un sustainable, ça veut pas dire ça. Il n'y a que 4 points développement durable. L'action de climat, vie dans les mers, vie sur Terre et économie circulaire. Le reste, c'est l'éducation, c'est l'égalité des gens. Enfin, c'est les grands objectifs qu'attend la société. Elle vous dit améliorer pour nous. Et tout est mesuré, tous les pays sont engagés à horizon 2030. On ne peut pas ignorer ça. On ne va pas dire « Oh oui, mais moi j'en vois plutôt 7, j'en vois plutôt 25 ». À ce moment-là, on va se mettre en opposition avec tout ce que tout le monde admet. Donc un code, il doit s'appuyer sur des éléments, à mon avis, qui existent déjà, sinon on réinvente la poudre. Plus une dimension humaniste qui, elle, n'est pas structurée pour l'instant, en disant qu'il faut aller plus loin pour les gens, on ne peut pas se contenter du marché, il faut aller vers ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont envie, etc. Et donc, il faut l'avoir à l'esprit. Alors, dernier petit point à l'attention des ingénieurs. J'admire ce qu'ils font. Ingénieurs, ça vient de génie au milieu de génie, hein, génie biologique, génie chimique, génie industriel. C'est des gens qui jouent un rôle très important et ils définissent ceux qui ont le crayon. Or, l'innovation, ça fait le lien entre la techno, les technos, si vous voulez, et la vie. Hein, la techno, c'est compliqué, mais c'est des sciences exactes. La vie, c'est sociologie, anthropologie, ethnologie, psychologie, qu'est-ce que veulent vraiment les gens, c'est compliqué, c'est pas de même nature. Souvent, j'ai l'innovation, c'est transformer des mégahertz en bonheur, hein, c'est pas si simple. Hein. Pour Steve Jobs, c'est clair, entre technologie et vie, il donne la priorité à la vie. Il vous dit l'innovation est technologiquement neutre. Elle part de l'individu, elle revient vers lui. Il dit on part pas des technos pour aller vers la vie. Si on fait ça, c'est sans espoir. Il faut partir des individus, de leur vie, de leurs attentes, mettre à leur service les solutions fondées sur la meilleure combinaison technologique possible. C'est-à-dire que l'ingénieur a la solution. Avec les autres, il a les meilleures solutions possibles aujourd'hui. Il reste à savoir les solutions à quoi. Si on part dans le vide, on risque d'être à côté parce que les gens n'ont pas donné leur avis. Donc ça, c'est un risque. Aujourd'hui, la société exige de participer. Et Steve le savait puisqu'il voulait être reconnu comme philosophe. Il dit « J'échangerai toute ma technologie contre un après-midi avec Socrate ». Dans sa célèbre interview, il dit « N'oublions pas qu'on est au service de la société et qu'on n'est pas dans une approche purement technico-applicative. J'ai des technos, je les applique sous le nom d'usage. Alors, en fait, c'est des utilisations et des applications. Les usages, c'est les comportements des gens. Dans ce cas-là, les individus ne sont pas là. C'est des technos et des usages. Dans la vie réelle, l'innovation humaniste anthropologique d'aujourd'hui, on a des technos, on a des gens en face. On les écoute, ils ont des besoins, des attentes, des souhaits, et on voit ce qui match. Quel techno pour répondre à ce besoin-là, comme dit Steve Jobs. Partir des attentes et trouver les meilleures solutions technologiques possibles. C'est un très beau métier. Et là, on va avoir des produits qui vont être intégration du meilleur état des connaissances dans des produits et services répondant aux attentes des individus. Alors, il faut faire attention. La France est très technopoche, plus qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est un grand pays humaniste et progressiste. Aujourd'hui, on ne parle que de la tech. French Tech, Human Tech, la tech. Et les gens, la tech, voilà, exactement. On a fait une étude approfondie avec des grands groupes sur la transition digitale. Est-ce que ça marche bien? Pas terrible. Il faut s'y reprendre 2, 3, 4 fois. Vous voyez le taux d'échec vu par tous les grands analystes. Pour quelle raison? C'est toujours à cause du facteur humain. Méconnaissance des pratiques, des usages, des comportements, des attentes des gens. Donc on a un software et ils doivent l'appliquer. Voilà. Et là, ça mène des réactions. Donc il faut juste savoir qu'on a des solutions et qu'il faut demander à l'avis des gens. Aujourd'hui, avant, les innovations se faisaient sans les utilisateurs ou pour eux, mais avec des gens qui savaient à leur place. Aujourd'hui, ce qui se développe le plus, c'est de coopérer avec les utilisateurs et même par les utilisateurs qui définissent les cahiers des charges, ce qui est de plus en plus fréquent. Donc c'est une sorte de partage du pouvoir au moment de la conception et de l'innovation. Il faut savoir qu'il y aura de plus en plus de partage du pouvoir parce que la société monte, son niveau d'éducation monte, le niveau de
connaissances convergent, si vous voulez. Donc voilà. Et beaucoup de gens, c'est un mouvement qui traverse le monde, je l'ai mis en français, mais voilà, rien de ce qui me concerne, qui est conçu sans moi, n'est conçu pour moi. Exigence de la société, des associations, là des associations de malades et tout ça, de définir ce qui va être fait. Participation à la définition de l'innovation, donc partage du pouvoir. Il faut s'y préparer, ça n'est pas gênant, c'est agréable, ça fait de la rencontre. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire comme message. Bonne suite de congrès. Merci pour m'avoir invité. Au revoir.